Très bien. Bonjour à tous. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir de nouveau dans le Gers pour ce 3e colloque algérianiste. Je vais vous faire une petite présentation pour lier à la fois ce colloque avec les précédents et donner un peu le fil conducteur qui y préside. Donc, sous l'impulsion de Marie-Paul, nous voulons accomplir notre mission de transmission de mémoire. Je vous remercie à tous de votre présence qui nous fait chaud au cœur. Merci à nos amis des cercles du Sud-Ouest pour leur soutien, à Bernard, Hubert, Marie-Jeanne, Jacqueline et Guylaine. Merci à vous tous, chers amis. Je remercie aussi les intervenants d'avoir répondu immédiatement, présents à nos sollicitations. J'aurai une attention particulière pour ceux qui sont autour de cette table ronde. Ils représentent tous ceux qui ont mis leur peau au bout de leurs idées pour refuser le nettoyage ethnique que les nôtres ont subi en 1962. L'alternative, la valise ou le cercueil, le slogan du FLN, parce que parfois on dit le slogan de l'OAS, c'est le slogan du FLN, s'est traduite par les disparitions forcées de 3000 personnes, dont, il faut le rappeler, 500 appelés du contingent, que la France a volontairement oublié et qu'aujourd'hui encore, signataire de conventions internationales, elle cherche à faire oublier. La tuerie d'Oran, toujours les conséquences de l'alternative, la valise ou le cercueil. La tuerie d'Oran, dont on reparlera demain après le 19 mars, à propos de la conférence du 19 mars, cette tuerie du 5 juillet 1962, où au moins 1 millier de personnes furent massacrées. Une tuerie qui n'existe dans notre mémoire nationale, qui n'existe pas dans notre mémoire nationale au prétexte fallacieux qu'elle s'est produite après le 1er juillet. Le contexte de cette tuerie est unique au monde, par la présence à Oran de 18 000 soldats français qui, sur ordre, refusent de porter secours à leurs compatriotes. Qui a donné ces ordres? Le massacre aussi de 100 000 harkis et de leurs familles. On dit souvent les harkis, tout ça, mais il faut repréciser, c'est les femmes, les enfants, les vieillards, à qui la circulaire Jox du 12 mai 62 refuse assistance. On accueillera aussi nos amis, je ne sais pas s'ils sont arrivés, Zora et Hamid, pour toutes leurs courageuses actions. Et j'invite Zora à faire attention aux jeunes profs. Ne les secoue pas trop, c'est difficile pour eux d'évacuer des dizaines d'années de désinformation, comme lors du premier colloque où elle avait secoué un de nos professeurs. Ensuite, j'évoquerai aussi ce crime d'État le 26 mars 1962, rue d'Isly à Alger. Et je remercie aussi Simone Gauthier qui va nous rejoindre et qui mène depuis plus de 50 ans un combat acharné pour faire connaître ce fait historique. Nous n'oublions pas l'engagement de ceux qui ont mis leur peau au bout de leurs idées et ce qui leur en a coûté. Ceux qui ont accepté de venir témoigner ne revendiquent aucune représentativité, mais ils symbolisent l'ensemble de ces hommes et de ces femmes qui se sont engagés souvent très jeunes dans un combat pour la liberté, contre la soumission à la barbarie terroriste et à la tyrannie des dirigeants de l'État d'alors. Leurs pères et leurs grands-pères avaient déjà mené ce combat contre la barbarie et la tyrannie nazie. Malheureusement, ce combat dans la noblesse à nos yeux ne fait aucun doute, reste encore sali du parjure, de la traîtrise, de la perversion de l'histoire et du mémoricide. Difficile ici de tout nommer. L'ignoble à ce niveau nous étrangle souvent. Nous ne prendrons que les récentes commémorations du 14 juillet et celle du débarquement de Provence. Non seulement le président Hollande, à l'image de ses prédécesseurs, a pris pour règle de pervertir l'histoire, mais encore symboliquement, c'est surtout ça qui me paraît important, il a déroulé le tapis rouge au bourreau en écartant les héros et les victimes. Ce n'est pas une erreur, Monsieur le Président, c'est une faute. Pourquoi une faute? Non, notre pathos est bien connu, on ne fait pas revendiquer le monopole de la douleur, on n'a pas, nous, le monopole de la douleur, il y a bien d'autres douleurs dans le monde.
C'est une faute parce qu'on honore ceux qui ont bafoué la France et qui continuent de la bafouer, et non ceux qui ont payé de leur sang le combat pour la liberté dont nous jouissons tous aujourd'hui. C'est une ingratitude immense. Et qu'est-ce qui fait obstacle à cette reconnaissance? De mesquins intérêts économiques géostratégiques. En 1962, une soi-disant raison d'État a sacrifié des populations aux mains de bourreaux. Aujourd'hui, on sacrifie la mémoire à une histoire que l'on reconstruit. Pourquoi un tel acharnement? C'est une question que je me pose souvent, je m'interroge, pourquoi? Pourquoi? Au-delà de nos écœurements, il est important d'expliquer nos ressentis. D'aucuns considèrent que l'on n'arrive pas à faire le deuil de notre tragédie. C'est faux. Le deuil, pour ce qui nous concerne, est fait depuis longtemps. Ce qui nous révolte, c'est la perversité des valeurs morales, le mémoricide, le mensonge, et je reviens à ce que disait Marie-Paul, la méconnaissance. La méconnaissance, ne nous y trompons pas, n'est pas une absence de connaissance, mais c'est une vraie volonté de ne pas vouloir savoir. Elle est à la base de la création des mythes. Pour illustrer mon propos, je vais vous livrer quelque chose de personnel. Je vous évoquerai une expérience récente. Enfin, l'aspect personnel, je le verrai tout à l'heure. D'abord, une expérience récente que vous pouvez faire vous-même. Vous essayerez pour ceux qui ont Internet. J'ai fait des recherches sur Internet concernant Georges Bidault, dont Manuel va nous parler tout à l'heure. Je tombe sur le site, c'est un site très connu, Wikipédia. Qu'est-ce que je lis? Le 26 août 1944, lors du défilé de la libération de Paris, Bidault descend les Champs-Élysées aux côtés du général de Gaulle, qui lui aurait alors lancé « Redressez-vous, Bidault !» C'était lui qui succéda à Jean Moulin comme président du Conseil national de la Résistance. Et on rajoute sur ce site Wikipédia, pour une raison inconnue, il sera effacé de ses photos par la suite. C'est pas n'importe qui écrit ça, c'est Marc Ferraud. Marc Ferraud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un historien très réputé qui nous est pas sympathique, enfin qui n'a pas de sympathie pour nous. Il écrit ça dans un livre, Instrumentalisation, cinéma d'histoire et manipulation dans le dictionnaire mondial des images. Staline a fait la même chose en effaçant certaines personnes et Hitler également. Alors je ne compare pas ces deux choses, mais enfin, on a le même procédé. De tout temps, la violence institue, mais de moins en moins les victimes innocentes acceptent sans rien dire. L'effet cathartique du massacre d'innocents s'épuise. Cette révélation du rôle des bourreaux dans le fonctionnement de nos sociétés révèle la perversion à l'origine de leurs agissements. La violence politique apparaît dans sa nudité. Tous les habillages politiques intellectuels s'épuisent devant la ténacité du témoignage des victimes. Et je reprendrai la phrase d'Albert Camus qu'on avait inaugurée lors du premier colloque. Qui répondrait à la terrible obstination du crime si ce n'est l'obstination du témoignage? Mais l'aveuglement, le déni, le reniement guettent en permanence, en particulier chez nos descendants, chez nos enfants et petits-enfants. L'oubli, soi-disant, est réparateur, mais l'avenir a un long passé. Tels ces propos d'un de mes proches, je vais les reprendre. Je vous les présente tels quels. Ils seront lus par mon épouse, que je remercie de bien vouloir lire ces propos. Ce ne sont pas les siens, elle m'a demandé de le dire, donc elle va reprendre, c'est un de mes proches, et je les commenterai en même temps. Mon intention dans cette démarche est simplement de démonter une mécanique de pensée. Et je garde bien évidemment toute mon affection à la personne concernée. C'est aussi une dimension du traumatisme que nous avons vécu, que les nôtres ont vécu, qu'il nous faut prendre en compte. Véronique.
Attends. Mais quand même, tu te radicalises, bon sang. Quelle terrible langue de bois que la tienne, ou plutôt celle qu'un certain prêt-à-penser t'a à présent inculquée. Car l'impression que cela me fait, c'est qu'un nouveau Georges s'est emparé de toi. La stigmatisation d'une soi-disant radicalisation et le « c'est pas toi, tu es instrumentalisé » signifie que la bête immonde sommeille en toi. Ta conscience t'échappe. Reviens au politiquement et à l'historiquement correct. Je n'ai pas à rougir face à la mémoire de mon père, ni face à celle de mon oncle. Ni l'un, ni l'autre n'étaient des résistants, ni des extrémistes. Des victimes, oui, de la marche inexorable de l'histoire. Et je suis fière, justement, de cette libre pensée qui était la leur et qui nous a formés. Le déni comme refus de la culpabilisation, l'appel au sens de l'histoire pour ne pas voir. Le sens de l'histoire est neutre. Rougir, dans son expression, exprime la honte. Autrement dit, devrais-je avoir honte? S'il avait été extrémiste ou résistant, peut-être, ouf, ils n'ont pas été. Mais alors, victime? Mais de quel bourreau? D'aucun, du sens de l'histoire. Ah, tant mieux, on ne croisera pas les Ponce Pilate. Enfin, leur soi-disant libre pensée n'est là que pour ne pas évoquer la chape de plomb idéologique que nos pères et nos oncles n'ont cessé de condamner. Je les vois, et je vous vois, messieurs, seuls dans la foule d'une de nos villes, le cerveau plein des horreurs subies, où un jeune boutonneux suintant de bien-pensance vous accoste pour vous raconter la vie. Je vous vois devant un écran de télévision, écoutant la soupe de certains journalistes, encensés à un Georges Bourdarel, catholique français, progressiste, tortionnaire dans les camps Viet Minh, ou une Zora Drif, poseuse de bombes, égérie de France 3 et de Madame Castro, l'épouse de M. Fabius. Votre révolte est qualifiée d'intolérance. Ce que l'on entend de vous, c'est de subir en silence ou d'éteindre votre téléviseur, comme le tribunal l'a signifié à Nicole Guiraud, victime de cette même Zora Drif. Jamais je ne la renierai, la liberté de penser, pour me laisser appâter par un discours politique quelconque, censé défendre ou représenter une sainte cause, et qui en fait récupère en ratissant large, en jouant sur les affects. Entre aveuglement et reniement, pour rester conforme au politiquement correct, il vaut mieux éviter la tentation de peur de ne pas être assez fort pour y résister. Voyons donc, non, l'affect n'a pas de place. Restons sensibles à ce que les nôtres ont vécu, l'obscurantisme, la méconnaissance plutôt que le savoir. Voilà, le réel devient insupportable. Ce qu'il y a de terrible en ce moment, si on s'engage dans la discussion, et pour te dire le fond de ma pensée, c'est de voir que je n'ai plus accès à ta personne, mais à un être modifié. Par quel mécanisme? Par tant de séminaires, réunions, engagements ou combats, et que la discussion n'est plus possible, parce que tu auras toujours un texte, un tract tout prêt à me servir, un exemple de personnalité politique ou d'universitaire pointu à m'opposer, comme si tu étais entré dans une secte. Et voilà, cela devient étonnant quand on sait que ce refus de savoir ne vient pas d'un ignare quelconque, mais d'un professeur agrégé. Avec mon ami Gérard Rosenweg, ici, présent, nous avons vécu cela de plusieurs fois. Ce sont les gardiens du temple, et parfois amis, qui nous interdisent son accès de peur que la vérité ne soit trop cruelle. Ce qui est cruel, ce n'est pas la vérité, mais le réel que révèle cette vérité. Ainsi, il vaut mieux affirmer que le réel n'a pas eu lieu. Alors pourquoi cette thématique de ceux qui ont mis leur peau au bout de leurs idées? C'est le dernier volet d'une sorte de trilogie. L'acte 1, le premier colloque, c'était la violence politique n'est pas la résultante de contradictions sociales comme elle veut se présenter, mais justement à l'origine du changement social. Il n'y a pas eu de peuple unanime qui s'est soulevé, mais une terreur
qui a mis une population entière, qui s'est imposé à une population entière. En l'occurrence, le terrorisme a imposé sa vision du monde. Il n'a pu le faire qu'avec la complicité d'une tyrannie. Pourquoi? Parce que la population a vécu une répression sanglante, on n'y revient pas, rue d'Isly, les tirs des gardes mobiles sur les immeubles, les barbouzes et les milices parallèles, le massacre des harkis, etc. Parce que la population soumise au terrorisme attend que l'État et ses forces de l'ordre fassent justice de la barbarie pour résister. C'est très important. Mais quand l'État trahit cette population, qu'il libère les assassins, surtout les assassins de 1955, qu'il pactise avec eux, alors il n'y a plus rien pour comment dire, garantir cette justice. Je reprends des propos de Marc Loriol, député, et je réponds en même temps à Manuel, je crois que tu as fait une réflexion, oui, tous n'ont pas mis leur peau en sens de vie au bout de leurs idées, comme le député Marc Loriol, mais ils ont été au combat idéologique. Et donc, ce député Marc Loriol, au général de Gaulle en 1960, dit « Je viens de faire une tournée dans ma circonscription. J'ai vu des musulmans. Ils attendent que vous les rassuriez. Ils redoutent le pire des félagas. » Ou encore les propos du député de Blida, Laradji, au général de Gaulle. « La guerre continuera si par votre bouche, la France ne prend pas franchement position. J'ai été élu par plus de musulmans que d'Européens. Le facteur psychologique est essentiel. Pour se rallier à la France, les musulmans veulent être sûrs que la France est décidée à rester en Algérie. Les masses musulmanes courront à la victoire certaine du FLN si on ne les rassure pas. Comment pourrait-il dire non aux candidats des couteaux et des mitraillettes? L'instinct de survie conduit les uns à donner des gages à la barbarie, on pense aux Martiens, et les autres, victimes du nettoyage ethnique, à se battre le dos au mur pour préserver leur existence et celle des leurs. La responsabilité politique des actes des uns et des autres revient aux promoteurs de l'abandon et des modalités choisies de l'abandon. Comment s'exerce cette complicité entre barbarie et tyrannie? Par le mensonge, tout simplement, et la duplicité, la forfaiture et les manigances anticonstitutionnelles qui ont conduit à l'abandon d'un peuple pour le livrer au couteau des égorgeurs. Le mensonge est réhabilité en ruse, en sens politique, en raison d'État, en sens de l'histoire. Donc, la répression étatique et le refus d'exercer le monopole de la violence légitime ont laissé la place, après mars, à la spirale de la violence avec son lot d'atrocités. Seul l'abandon par les plus hautes autorités de l'État est responsable de ces atrocités, et non pas ceux qui, le dos au mur, se battaient pour leur survie et leur existence. C'est De Gaulle qui est à l'origine de la création de l'OAS. Le deuxième colloque. Comment une telle traîtrise est possible? Et pourquoi un tel aveuglement encore à ce jour? La perversion intellectuelle qui a cautionné cette violence est complice des atrocités. Une pensée portée par des juges pénitents qui battent leur coupe sur celle des autres. Je reprends des mots de Camus et ça. Il est plus simple de voir le monde depuis Saint-Germain-des-Prés et d'être indifférent à la souffrance des personnes parce que la représentation du monde que l'on se fait dans les livres, ils n'ont pas leur place, ils ne doivent pas exister, ils n'existent pas, ils n'ont pas existé. Voilà, tout simplement. Cette démocrature intellectuelle qui a petit à petit étouffe la libre expression a porté les valises réelles et idéologiques des criminels. Elle se présente au nom du peuple, et si le peuple se détourne d'elle, elle change le peuple pour rester fidèle à son idéologie. Et lors de ce colloque, une figure et une seule de ces intellectuels s'est distinguée. C'était Albert Camus. Ce pied noir s'est dressé contre ceux qui mettaient, je reprends son expression, ceux qui mettaient leur fauteuil dans le sens de l'histoire et qui, auteurs du deuxième sexe, je pense à Simone de Beauvoir, s'étonnaient à peine quand leur héros leur annonçait, comme première mesure du nouvel État,
le rétablissement de la polygamie. Elle avait posé à Bouteflika « Quelle est la première mesure que l'État algérien va prendre ?» Et Bouteflika lui avait répondu « La polygamie ». Acte 3, donc c'est ce qui guide notre rencontre pendant ces 2 jours. Pourtant, des hommes et des femmes, souvent très jeunes, à peine sortis des études, voire même sans les avoir poussés bien loin, au péril de leur vie, ont combattu les bourreaux et la perversion. La reconnaissance ne fut pas au rendez-vous, mais je n'en connais pas, aucun n'a regretté ses choix, ce qui prouve qu'il n'était pas de circonstance. Au-delà de l'hommage que nous devons leur rendre, il est important de resituer leur engagement, d'en comprendre la genèse et les motivations. Nous réfléchirons sur le fait de savoir en quoi il est d'actualité en évitant les anachronismes. L'idéologie des bourreaux a comme objectif d'isoler les pieds noirs, les harkis, l'OAS, les soldats perdus. Il n'y a pas d'un côté les gentils pieds noirs, les harkis malgré eux, et de l'autre les criminels de l'OAS. Ce sont les mêmes résistants de l'Algérie française, fiers de leur histoire et de leur combat. La perversion se situe dans le fait de vouloir transformer justement les victimes en bourreaux. C'est d'une part anachronique, parce que comme nous le rappelle Jean-Claude Pérez, l'OAS n'est créée qu'en 1961 et ne se redéploie réellement qu'après mars 62, alors que les populations ont vécu 96 mois, disons, arrondissons à 100, de terrorisme quotidien. Mais certains, dans une logique qui leur appartient, célèbrent la révolte du ghetto de Varsovie ou du plateau des Glières et condamnent l'OAS. L'OAS n'est pas au moins clairement, jusqu'en 1962, et ça c'est très clair, une organisation terroriste. Ce n'est pas une organisation terroriste. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. C'est une organisation tyrannicide, assumée et revendiquée, qui s'en prend aux agents de l'État, lequel exerce la répression que l'on sait. Et on voit les conséquences, les spoliations, les tortures et autres. C'est contre cet État, contre ces agents de l'État. C'est une organisation tyrannicide. Or, ce droit de révolte est garanti par le préambule de la Constitution, article 2, de la Déclaration des droits de l'homme. Et je lis cet article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc pour moi, il découle la légitimité de ce combat. Cette organisation de Français patriotes est légitime et cette légitimité se renforce de plus en plus de mars 62 à juillet 62. Le thème de ce 3e colloque est celui de l'engagement. Pour bien le comprendre, il nous faut nous situer sur une période de temps d'histoire contemporaine qui permet de percevoir la continuité de l'engagement d'hommes et de femmes. Nous aurions pu monter jusqu'au premier conflit mondial. C'est d'actualité et nous aurions pu mettre en évidence en particulier cet engagement des néo-français naturalisés pour combattre avec leurs frères d'armes. Nous avons préféré ancrer notre réflexion sur le corps expéditionnaire français et l'armée d'Afrique, première armée, qui fit la campagne sous l'autorité du général Giraud, qui fit la campagne de Tunisie, puis celle d'Italie, qui libéra la Corse et la Provence pour monter jusqu'au Nid d'Aigle, Vienne et Berlin. Nous verrons que les Français d'Algérie ont eu un fort taux de mobilisation. J'ai présent à l'esprit l'image de l'ensemble des hommes de ma famille partant s'enrôler de 17 à 60 ans. C'était leur devoir, point. L'incompréhension avec la mère patrie commence là. L'essentiel des officiers en Algérie ont vécu les combats héroïques qui furent salués par les Alliés contre la barbarie nazie. Pour eux, on ne négocie pas avec la barbarie. Ils refuseront toujours un deuxième Munich. Frédéric Arembat, qui interviendra demain, nous fera revivre cette histoire.
L'Indochine leur avait permis une certaine expertise dans la guerre subversive. Ils savaient que l'enjeu essentiel, c'était la population. Mais jamais ils n'auraient pensé que les coups partiraient de leur propre camp, que les médias de masse utiliseraient l'horreur pour la retourner contre eux, et que les choses se joueraient à l'ONU plutôt que sur le terrain des opérations. Les appétits britanniques, américains et russes feront le reste. Le concept de colonisation, je voudrais insister là-dessus, a fait florès dans une acceptation négative dans les seuls cas de la France et d'Israël. Je voudrais qu'on ait ça présent à l'esprit. Les Irlandais n'ont jamais colonisé l'Amérique. Ils l'ont peuplée par l'immigration et ont acquis leur indépendance, comme les Algériens. Alors là, je voudrais vous faire écouter, parce que je trouve que c'est une pièce intéressante, le discours de Kennedy lors de l'indépendance de l'Algérie. Gilbert, tu peux nous passer ce discours? This moment of national independence for the people of Algeria, the creation of a great new state, represents the devoted and courageous work of the Algerian people and their leaders, stretching over many years. I congratulate them. I congratulate them as President of the United States, and I congratulate them on behalf of the American people. We too fought for our own independence also, and it cost us many years of bloodshed and tears and work and perseverance. But we finally obtained our independence as you have yours, and we have maintained it as you will yours. It's a particular source of satisfaction to me to express these words of greeting to our friends in Algeria, because I recall speaking some years ago in the Senate of the United States on behalf of independence for Algeria. And now that great goal has been achieved. We wish you every success in the future. And I want to assure you of our wholehearted desire to work in cooperation with you and your leaders on behalf of peace and prosperity and the progress of your people and mine and of all mankind. C'est intéressant de voir un peu les choses. Alors, pour dire que l'idée de colonisation, non, en Amérique, ils n'ont pas colonisé, ils ont immigré, c'est tout. Les territoires espagnols d'Amérique ont acquis leur indépendance par sécession, avec les frères émigrés espagnols partis en Algérie en parallèle, mais c'est une sécession. Non, pour l'Algérie, il n'y a pas eu émigration de peuplement, mais occupation, que l'on baptise colonisation. Les assassins FLN de femmes, d'enfants, de vieillards comme El Alia seront qualifiés de résistants. Les mêmes qui furent liés par le pacte germano-soviétique se transformeront en porteurs de valises pour fournir des armes destinées à massacrer leurs compatriotes. On célèbre aujourd'hui leur bravoure et à la limite ce sont des justes entre les nations. C'est ça la perversion, quoi. Les troubles naîtront de la volonté de la classe politique de vouloir parler aux responsables de ces crimes odieux. Mais que dirait-on aujourd'hui en France d'une magnanime amnistie des assassins du fameux Hervé Gourdel ou de l'arrêt des investigations concernant les moines de Tibérine? Ce qu'ont fait les dirigeants politiques de cette époque, c'était cela, mais puissance 1000. Le verre était déjà dans le fruit, mais il manquait l'artiste, l'homme de l'art, celui pour qui mentir rajoutait de la grandeur à la France. Nous irons à sa rencontre avec Henri-Christian Giraud, par l'étude des archives du Kremlin. Chez eux, les cartons à archives sont encore pleins et leur accès est possible. Nous aborderons l'histoire de ceux qui ont résisté à cette ignominie par la table ronde de ce matin, avec les anciens de l'OAS qui témoigneront de leur vécu et de leur motivation. José Castano nous parlera de ce corps d'élite que fut le premier REP. Enfin, nous terminerons par l'apothéose, l'histoire parlementaire de la déclaration gouvernementale du 18 mars 1962, dit, entre guillemets, accord d'Évian, et le coup tordu constitutionnel que ce fut. Et c'est notre ami Michel Delenclos qui nous en parlera. Voilà, chers amis,
le menu de notre colloque. Pour terminer, je dirais que ce chapitre de l'histoire contemporaine n'est ni simple, ni d'un autre âge et sans conséquence sur notre quotidien. C'est une réalité complexe, mais cette expression trahit notre confusion, et cela peut se traduire de deux manières. Soit d'en revenir à des idées simples et parfois simplistes, une pensée globalisante, en évitant de rentrer dans les détails, style, je donne un exemple, soulèvement d'un peuple unanime ou cours inexorable de l'histoire. Là, comme ça, c'est facile, on ne se pose pas de questions, quoi. Ou bien une pensée essentialiste, poseuse d'étiquettes, qui réduit les acteurs à un seul caractère, soi-disant le racisme des pieds noirs. On a vu dans la presse fleurir ces expressions, ou leur antisémitisme aussi, tant qu'on y est, ou les pulsions criminelles de l'OAS, comme ça l'OAS a des pulsions criminelles, ou bien encore cette vision du grand guide gaullien. Pensée qui disjoint en éléments de causalité linéaire simple ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement. Une cause implique un effet. Chaque effet a une et une seule cause. Par exemple, tous les raisonnements, et on les voit encore avec, je te cite Gérard, mais quand on travaille sur cette question du 5 juillet, il n'y a qu'une seule cause au problème, c'est l'OAS, c'est simple, c'est l'OAS. Alors, je vais prendre un autre livre, un livre récent, très important. Ce livre récent, c'est celui de Grégor Mathias, sur les vampires à la fin de la guerre d'Algérie, c'est le titre. Ce sont ces prélèvements de sang faits sur environ 600 Européens, considérés comme des vaches à sang, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc les pieds noirs le répètent depuis 50 ans. Enfin, il y a un livre qui établit cette réalité historique. Ce sont ces prélèvements de sang qui ont été faits jusqu'à mort s'en suive. Longtemps, ces faits ont été niés. Ils sont enfin révélés au grand jour. Mais l'auteur, pour rester dans l'historiquement correct, ne peut s'empêcher d'écrire, et je cite, « Après les accords d'Évian, signés en mars 1962, quels accords, on verra avec Michel Delanclos, qui mettent officiellement un terme au conflit, on assiste à une multiplication des attentats commis par les activistes pieds noirs contre les musulmans. C'étaient les seuls attentats, enlèvement, assassinat, tuerie du 5 juillet, tout ça, on n'en parle pas. Hein, il n'y avait rien que les attentats des activistes pieds noirs. Or, avec le retrait, alors j'insiste là sur ce terme, il utilise le terme « or, avec le retrait des populations européennes ». Les populations européennes, elles se retirent, tout simplement, gentiment, à petits pas. Les dons de sang sont moins nombreux et le liquide devient une denrée rare. Le FLN a créé des structures médicales dans les quartiers musulmans, mais n'a pas de banque de sang. Et les habitants sont réticents, les musulmans sont réticents à donner leur sang pour des raisons religieuses. Alors je me pince là, je serre fort ou je mords parce que voilà encore un exemple de pensée simpliste et de disjonction obscurantiste. C'est la faute à l'OAS et aux Européens. Nous avons encore affaire à un crime contre l'humanité où l'on saigne à blanc des personnes et on leur demande de faire acte de repentance parce qu'ils se seraient retirés et que les autres, pour raisons religieuses, ne pouvaient vraiment pas donner leur sang. Voilà encore un exemple de perversion historique, alors que l'on est sûr des révélations capitales qui rajoutent des preuves des multiples crimes contre l'humanité produits sur les populations européennes, souvent, il faut le garder à l'esprit, par des médecins français qui ont poursuivi leur activité dans les hôpitaux de France et qui paisiblement finissent leur jour quand on ne les honore pas, comme on le fit avec d'autres criminels. Voilà, mesdames et messieurs.